Et les Berbères vont lutter ensuite. Les Berbères islamisés vont lutter contre la présence arabe, mais non pas contre l'islam. Et ils vont au contraire adopter toutes les hérésies musulmanes successives. Car pour eux, le fait religieux est secondaire. Je parle de l'ensemble des Berbères à ce moment-là. Le fait religieux, pour ceux qui avaient été chrétiens et pour ceux qui se convertissent à l'islam, n'est tout que secondaire. Seul compte le peuple et l'ethnie. Et ces Berbères, devenus musulmans, vont repousser l'influence arabe au nom de l'islam. Tout compris. Ils vont chaque fois utiliser les schismes qui affaiblissent le monde arabe oriental. Et ils vont toujours être au cœur de ces schismes. Et comme ce sont des guerriers, ils vont souvent être l'élément moteur militaire de ces schismes. Les Fatimides, par exemple. Le schisme fatimide est un schisme qui repose sur les tribus berbères Koutama et qui va consister à la conquête de l'Égypte et de la Palestine par les Berbères. Mais ensuite, ça évoluera. Le kharidjisme, le kharidjisme est un cas d'école. Le kharidjisme est une notion qui est très claire. Que se passe-t-il dès le début de la conquête musulmane, arabe, pardon. Dès le début de la conquête arabe, les Arabes deviennent minoritaires dans le monde musulman. Dès qu'ils sortent d'Arabie, se convertissent à l'islam des non-arabes. Ce qui fait que les Arabes vont créer une aristocratie arabe dominante un ensemble de convertis. Ce qui va tout à fait dans le sens contraire du message égalitaire de l'islam, universaliste et égalitaire. Une sorte d'aristocratie qui plus est de deux ou trois tribus d'Arabie. Les nouveaux convertis ne vont pas l'accepter, car pour eux, le commandement du monde musulman ne doit pas revenir à une aristocratie, à une filiation, doit revenir aux meilleurs parmi les musulmans. Et c'est pour échapper à la colonisation arabe que va être développée la doctrine kharidjite, doctrine qui dit que le commandement de la communauté n'est pas héréditaire et doit appartenir par égalité aux meilleurs des musulmans. Les Berbères, notamment ceux du Maroc, qui sont restés ethniquement très fortement berbères, n'acceptent pas d'avoir des gouverneurs venus de Damas ou venus de Bagdad en l'occurrence. Et ils vont, au nom du kharidjisme, se soulever contre les gouverneurs et contre le monde oriental. Et toute l'histoire des Berbères va être une suite d'adhésions aux divers schismes qui vont permettre de repousser la présence arabe, et au nom de l'islam. Cette constante est tout à fait extraordinaire. Le sentiment ethnique est tellement fort qu'ils vont faire inconsciemment le pari de faire du judo avec la religion dominante. Ils utilisent la religion dominante pour mieux écarter la colonisation arabe. Et ça va marcher. Ça va marcher jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Et l'évolution, tout va changer au XIIe, XIIIe siècle quand les Fatimides se retournent contre ceux qui les avaient mis au pouvoir, c'est-à-dire les royaumes berbères, les principautés berbères d'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que ces principautés berbères d'Afrique du Nord vont se tourner contre les Fatimides, car le pouvoir fatimide du Caire devient un pouvoir qui, à son tour, risque d'oppresser la berbérité. Et quand les Berbères ont ce sentiment, ils vont trahir les Fatimides pour se tourner vers Bagdad. Ce qui fait que les Fatimides, qui sont en lutte contre Bagdad, vont décider de punir les Berbères. Et comment vont-ils les punir ? En faisant déferler sur le monde berbère 5 grandes tribus arabes, parmi les plus pillardes et les plus primitives, Beni Solahim, Beni Hilal, Beni Mahil, avec toute leur confédération, et ces tribus vont être envoyées vers l'ouest, terre de conquête. Allez-y. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est arbre fruitier, plantation en Libye, est éliminé. Jusqu'à cette époque, la Libye avait conservé ses vergers, C'est à ce moment-là que la Tunisie devient un désert, la Tunisie qui était un verger. Ces tribus vont transférer en Afrique du Nord l'économie
pastorale basée sur le chameau, pardon, sur la chèvre et le mouton, qui était celle des zones les plus déshéritées de l'Arabie. Et ces tribus arrivent sur le Maghreb. Les Berbères vont les combattre. Les Almohades, les Berbères Almohades, qui sont les Berbères de la montagne et qui ont créé l'empire Almohade, et les autres vont les combattre. Ils vont les repousser. Ils vont les écraser militairement. Dans la région de Sétif, les combats ont lieu dans la région de Sétif. Ces Arabes sont écrasés. Que va-t-il se passer? Mais nous sommes dans les phases de la Reconquista espagnole. L'islam est menacé en terre d'Espagne. Les entités berbères nord-africaines vont voler au secours de leurs frères qui sont en Espagne, qui sont essentiellement des berbères aussi. N'oublions pas que la conquête de l'Espagne n'a pas été faite par des Arabes, mais par des berbères. Le corps de débarquement était berbère. Il y avait très peu d'Arabes en Espagne. L'Espagne n'a pas été arabisée, elle a été islamisée par des berbères. Il y a eu très peu, 5% de la population était arabe à peu près. Elle a été arabisée sur le plan linguistique. Ah non, mais elle a été à 100% arabisée sur le plan linguistique, 100%. Mais elle n'a pas été arabisée par des Arabes génétiques, il n'y en avait pas, très peu. Et ces Berbères qui ont besoin de combattants contre la Reconquista chrétienne, vont installer ces unités, ces tribus, qui vont prendre possession de zones entières, notamment la vallée de la Moulouya, les grandes vallées, une partie de l'anti-Atlas et des hauts plateaux. Et le phénomène va avoir des résultats considérables. Pourquoi ? Car une partie des tribus nomades berbères, qui avaient le même mode de vie que ces tribus arabes, vont s'agréger à ces tribus berbères, à ces tribus arabes, pardon. Et l'on voit à ce moment-là, effectivement, des Arabes attirer à eux des Berbères qui vont se fondre dans ces généalogies arabes, dans ces tribus arabes, et l'on va voir des zones entières dans lesquelles les Arabes vont devenir dominants, et dans lesquelles le monde berbère va être complètement éliminé. On va également voir, bien entendu, une grande destruction du monde agricole berbère, et un repli d'une partie des Berbères vers les montagnes, parce que ces tribus vont avoir un rôle dévastateur quand l'État marocain, ou quand les divers États de l'Afrique du Nord vont entrer en décadence, ces nomades vont prendre le dessus sur les populations sédentaires. Alors, toute la question est de savoir quel était le rapport démographique. Combien étaient les Berbères et combien étaient ces Beni Solahim, Beni Hilal, etc. L'on pense que ces envahisseurs arabes n'étaient pas très nombreux, ils devaient être entre 150 et 300 000. Alors 150 et 300 000, si les Berbères sont 10 millions, ça ne compte pas. Si les Berbères sont 3 millions, c'est déjà plus important. Alors ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, par les études de la génétique, qui ont été faites toujours par Lucot, l'on sait que le fond berbère est quand même excessivement dominant dans toute l'Afrique du Nord, dans tout le Maghreb. Toute l'Afrique du Nord et surtout dans le Maghreb, avec des taux qui sont les mêmes en Algérie et au Maroc. Avec deux noyaux, bien entendu, particulièrement forts au Maroc, le Rif et l'Atlas. Et le Maroc et l'Algérie ont à peu près le même pourcentage de base par les haplotypes d'origine de vieux fonds de population berbère. Alors c'est tout à fait intéressant parce que c'est l'histoire de toute cette région qui est à réécrire. Et il ne faut pas confondre l'islamisation et l'arabisation parce que, bien sûr, ces Berbères vont être obligés de s'arabiser, ne serait-ce que pour le culte. Le Coran, en théorie, ne peut pas être traduit. La langue du culte est l'arabe. Mais ces Berbères ne vont utiliser qu'un minimum l'arabe et vont rester profondément berbères. Et voilà pourquoi nous avons ces grands noyaux de zones berbères. Et le grand hiatus aujourd'hui est que l'essentiel des habitants du Maghreb d'origine berbère, et une grande partie d'entre eux pensent être d'origine arabe, ce qui est inexact. Ce sont des Arabes culturels, ce sont des Arabes religieux, par l'introduction de l'islam dont le vecteur était l'arabe, mais ce sont génétiquement des Berbères. Et ceci est tout à fait important, et ceci ouvre des hypothèses, des directions de recherche tout à fait intéressantes. Quand on voit le rôle qu'ils ont eu dans les grands empires, lorsqu'on voit le rôle qu'ils ont eu dans l'Égypte, etc. Voilà ce que l'on peut dire sur la question des Berbères. Y a-t-il des questions là sur ce sujet, Victoria ?
Votre revue n'existe pas à Sciences Po, nous dit cet auditeur. Elle dérange probablement. Je vous dis, il n'y a que 2 universités françaises abonnées, alors il ne risque pas de la trouver à Sciences Po. Il y a 2 universités, une de sciences et une de droit. Bravo, Monsieur Lugan, pour votre livre God Bless Africa. Comment a-t-il été reçu par le public français? Pas mal, puisque le premier tirage est épuisé. La deuxième édition sort la semaine prochaine, avec les coquilles en moins, parce qu'il y a pas mal de coquilles dans la première édition, et avec une actualisation. Donc le premier tirage, je crois qu'il devait être de 7500, est épuisé. Donc aucune publicité. Aucune publicité à part, bien sûr, sur Radio Courtoisie et dans les quelques journaux amis. Aucun article de presse. C'est la première fois que je fais un livre pour lequel il n'y a aucun article de presse. Rien. Une question, quelle différence y a-t-il? Non, mais nous. Non, mais je dis les revues, bien sûr, les revues, évidemment, une nouvelle revue d'histoire qui en a fait. Quand je parle des revues amies, une nouvelle revue d'histoire, il y a un certain nombre de revues amies, je ne peux pas toutes les citer, mais rien dans le Figaro, rien dans toutes ces revues. Bon, non, rien. Vous voyez, le bouche à oreille a fonctionné. Quelle différence y a-t-il entre berbère et kabyle? Même chose. Même population. Le nom kabyle est le nom des berbères donnés en Algérie, et berbère, kabyle, même nom. Et alors les anciens Grecs, lorsqu'ils parlaient des berbères, parlaient des Libyens. Pour eux, c'était les Libyens. Toutes les populations blanches qui vivaient au sud de la Méditerranée étaient les Libyens. Bien, pas d'autres questions là-dessus. Alors je renvoie donc, puisque nous arrivons là à la fin de l'émission, je renvoie donc à l'Afrique réelle. L'on peut se procurer le numéro spécial 10e anniversaire.